Léo ouvre un compte titre tout seul, un dimanche soir, en 10 minutes sur son téléphone. Nadia, elle, prend rendez-vous avec Marc, un conseiller en gestion de patrimoine qu'une collègue lui a recommandé. Les deux pensent avoir fait le choix le plus malin. Ils ont tort tous les deux, mais pas pour la même raison. L'un a sous-estimé ce que les frais grignotent en silence, l'autre a sous-estimé ce qu'il pouvait se faire à lui-même dans un moment de panique. Et franchement, l'écart sur 20 ans n'est pas celui qu'on imagine. Bon, pour que ce soit honnête, il faut partir à égalité. Léo et Nadia ont chacun 21 000 € d'épargne. Même salaire, autour de 35 000 € par an. Même âge, à peu près la même connaissance de la finance au départ, c'est-à-dire pas grand-chose. La seule différence, c'est ce qu'ils font de ces 20 000 €. Léo choisit un courtier en ligne, place tout sur un ETF Monde et programme 200 € par mois. Il regarde 2 ou 3 vidéos, lit un article et se lance. Aucun rendez-vous, aucun costume en face de lui. Nadia va voir Marc dans un cabinet avec de belles plantes vertes et un café offert à l'accueil. Marc lui bâtit un portefeuille sur mesure. Des fonds actifs bien notés, un peu d'obligataire, une touche d'immobilier via des SCPI. Elle signe un mandat de gestion. Elle a l'impression d'avoir enfin quelqu'un qui s'occupe sérieusement de son argent. Les premières années, c'est Nadia qui a l'air d'avoir fait le bon choix. Elle reçoit un joli rapport trimestriel avec des graphiques colorés. Marc l'appelle 2 fois par an pour faire le point. Quand elle en parle à ses amis, ils sont impressionnés. « T'as un conseiller, toi ? Classe !» Léo, lui, se fait dire qu'investir tout seul sans accompagnement, c'est risqué, voire un peu présomptueux pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Sur le plan social, Nadia gagne largement la première manche. Regardons les chiffres à l'année 3. Le portefeuille de Nadia affiche une performance brute honorable, autour de 7% par an en moyenne sur la partie action. Sauf qu'il faut enlever les frais d'entrée, 3% prélevés au moment du versement, les frais de gestion des fonds actifs, souvent 1,5 à 2% par an, et les honoraires de Marc lui-même, autour de 0,75% par an sur l'encours géré. Une fois tout retiré, la performance nette de Nadia tombe autour de 3,5 à 4% par an. Et selon les études SPVA, qui comparent chaque année la performance des fonds gérés activement à celle de leur indice de référence, la grande majorité des fonds actifs européens font moins bien que l'indice sur 10 à 15 ans, une fois les frais comptés. Marc n'est pas malhonnête. Il est juste payé même les années où sa sélection ne bat pas le marché. Léo, lui, paie environ 0,20% de frais annuels sur son ETF. Pas de frais d'entrée, pas d'honoraires de gestion. Sur la même période, avec un marché mondial qui a tourné autour de 8% de moyenne, son capital a suivi la performance brute quasiment sans en perdre au passage. Mais voilà où ça se complique pour Léo. En mars 2020, le marché plonge de plus de 30% en quelques semaines. Personne ne l'appelle pour le rassurer. Il ouvre son appli tous les jours, voit son portefeuille fondre, et un vendredi soir, pris de panique, il vend presque tout. Il reste liquide pendant 8 mois, convaincu que ça va rechuter, et il rate l'essentiel du rebond qui suit. Cette seule décision, prise en 10 minutes un soir d'angoisse, lui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros sur le long terme. Une étude du cabinet américain Dalbar, qui suit ce phénomène depuis des décennies, montre que l'investisseur particulier moyen sous-performe systématiquement le marché de plusieurs points par an, pas à cause de mauvais placements, mais à cause du moment où il achète et où il vend. Nadia, ce même mois de mars 2020, appelle Marc en panique elle aussi. Sauf que Marc, lui, la rappelle le jour même, lui montre l'historique des crises précédentes et la convainc de ne toucher à rien. Elle garde son portefeuille intact. Ce n'est pas un conseil brillant ou complexe, c'est juste quelqu'un au bout du fil au bon moment. Et ce moment-là a probablement plus fait pour son patrimoine que n'importe lequel de ses arbitrages des 10 années précédentes. À l'année 10, Léo a versé 44 000 € au total. Avec son erreur de 2020, qui pèse encore sur sa performance, son rendement net moyen tourne plutôt autour de 6% sur la période, malgré des frais quasi nuls. Son capital avoisine 62 000 à 68 000 €. Nadia a versé la même somme à 3,5 à 4%. Net après tous les frais, elle est plutôt autour de 54 000 à 58 000 €. L'écart existe, mais reste modeste.
L'erreur comportementale de Léo a presque effacé son avantage sur les frais. Passé 15 ans, Léo n'a plus jamais paniqué. L'épisode de 2020 lui a servi de leçon coûteuse et depuis, il ne regarde plus son portefeuille qu'une fois par trimestre. Son capital continue de composer sans frein supplémentaires. Nadia, elle, continue de payer sa couche de frais année après année, discrètement, sans jamais que ça saute aux yeux sur un relevé isolé. À 20 ans, Léo a versé 68 000 € en tout, avec un rendement net moyen d'environ 7% sur l'ensemble de la période. Une fois son épisode de panique absorbé dans la moyenne, son capital atteint quelque chose comme 230 000 à 250 000 €. Nadia, avec les mêmes 68 000 € versés et 3,5 à 4% net après frais, se retrouve plutôt entre 150 000 et 165 000 €. Léo termine largement devant, malgré sa pire décision financière de toute sa vie. Si je m'arrêtais là, je ferais exactement ce que font tous les vidéastes. Investissez seul, jetez votre banquier. La réalité est plus nuancée. Léo a eu de la chance que son erreur de 2020 soit la seule. Statistiquement, un investisseur livré à lui-même, sans personne pour l'empêcher de vendre au pire moment, répète souvent ce genre d'erreur plusieurs fois sur 20 ans, pas une seule. Et Léo n'a aucune stratégie de succession, aucune optimisation fiscale, aucun plan pour le jour où il voudra transmettre ce capital à ses enfants, sans que la moitié parte en droit de succession. Marc, lui, a mis en place pour Nadia une clause bénéficiaire sur mesure, une répartition entre plusieurs enveloppes fiscales et un plan de retrait pensé pour minimiser l'impôt le moment venu. Rien de tout ça n'apparaît dans une comparaison brute de rendement, mais ça compte. Le conseiller gagne vraiment dans des cas précis, un patrimoine complexe, avec plusieurs enveloppes à coordonner, une entreprise à transmettre, une situation familiale qui demande une vraie stratégie de succession. Il gagne aussi, tout simplement, pour les gens qui savent d'eux-mêmes qu'ils paniqueraient en cas de crise et qui préfèrent payer pour avoir quelqu'un capable de les retenir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la lucidité sur soi-même. Investir seul gagne, lui, quand la situation reste simple, qu'on a la discipline de ne pas regarder son portefeuille tous les jours et qu'on accepte de traverser une crise sans personne au bout du fil pour nous rassurer. C'est aussi, mécaniquement, le choix qui laisse le plus de capital composé sur le long terme, frais quasi nul oblige. Léo et Nadia sont repartis tous les deux il y a 20 ans, persuadés d'avoir fait le choix évident. Léo pensait qu'un conseiller ne servait qu'à s'enrichir sur son dos. Nadia pensait qu'investir seul sans accompagnement, c'était jouer à la roulette. Aucun des deux n'avait vraiment pris le temps de calculer ce que ça change sur 20 ans, en frais, mais aussi en erreurs qu'on ne voit jamais sur un relevé de compte. Le vrai piège, ce n'est ni d'investir seul, ni de payer un conseiller. C'est de choisir l'un ou l'autre sans jamais se demander honnêtement de quel côté on risque le plus de se faire du mal à soi-même, par les frais ou par ses propres nerfs. Et si vous voulez savoir ce que ça donne quand on prend le meilleur des deux, un conseiller uniquement pour les grandes décisions et de l'investissement en autonomie pour le reste, ça mérite sa propre vidéo.